Emmanuel, je fais partie de l'UPOP Montréal. On organise des conférences, des ateliers dans des bars, des galeries de Montréal. D'ailleurs, il y a la brochure sur la table. Je vous invite à consulter notre programmation si ça vous intéresse. Alors, ce soir, on est réunis pour le cours Surdité et relations de pouvoir. C'est la deuxième séance du cours enjeu, le peuple de l'œil, enjeu de la communauté sourde. Je cède la parole à l'animateur de la soirée, c'est-à-dire Mathieu, qui est ici, qui va présenter également les conférencières de la soirée. J'aimerais également souligner, je vais peut-être avoir des petites embûches techniques parce que, bon, on a des interprètes qui doivent se faufiler à travers la foule pour faire le micro. Il y a peut-être potentiellement aussi une question d'éclairage. Donc peut-être que pendant la soirée, on va s'arrêter quelques instants, mais ça devrait bien aller. On va faire une petite pause entre les 2 heures, puis juste avant la discussion, question de se rafraîchir, etc. Donc voilà, Mathieu. Ça va comme ça, tout le monde me voit bien. Je vais attendre que l'interprète vienne rejoindre sa collègue derrière. Oui, ça fonctionne. Le son, ça fonctionne. Pour le micro, est-ce qu'on entend? Vous pourriez monter. Vous entendez avec le micro? 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Oui. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Vous avez vu le programme des 5 cours qu'on offre. Alors, vous savez que Julie Chateauvert, qui est une personne entendante, a demandé à certaines personnes de se joindre à elle pour parler de différents sujets. Alors, l'année dernière, Pamela Witcher était prête. En 2012, c'était pas un bon moment pour elle. Alors, en 2013, Julie Chateauvert a réitéré sa demande à Pamela et aux gens du comité, parce que l'année passée, en 2012, elle était vraiment occupée. Et puis, on a demandé au Côté Sourdien, on a demandé à différents intervenants de mettre leurs idées ensemble et de faire une proposition de conférence à l'UPOP. Et l'UPOP a choisi le groupe des sourds pour donner une série de 5 conférences. Et aujourd'hui, nous sommes au 2e cours. J'ai oublié la dernière fois de remercier la Fondation des sourds du Québec qui nous offre une subvention pour nous permettre d'offrir ce cours-là. Aussi, merci beaucoup aux interprètes, aussi aux cinéastes qui filment toute la durée de la conférence, mais c'est seulement la conférence qui sera filmée et cette conférence-là va être mise sur YouTube pour que les gens qui ne peuvent être parmi nous puissent la regarder. Mais la partie des échanges ensuite ne sera pas filmée. Alors, libre à vous de vous exprimer tout à fait librement, parce que ce ne sera pas filmé. Alors là, j'ai assez parlé. Je vais maintenant laisser la parole à nos animatrices pour la soirée. Bonjour, bienvenue à cette soirée. Le thème de la soirée ce soir, c'est surdité et relations de pouvoir. Est-ce qu'on peut on demande à Geneviève de s'éloigner de l'écran parce qu'elle fait de l'ombre on la voit mal. Oui, c'est... L'image est un peu floue. Est-ce que c'est possible d'ajuster le focus? Bon. Alors, au menu du jour ce soir, c'est important de bien comprendre que ce soir, on aura des discussions en lien avec le pouvoir, qui est un sujet assez délicat. Alors, nous, on va exprimer un point de vue, mais le point de vue qu'on exprime, évidemment, on ne s'attend pas à ce que les gens le partagent. Vous pouvez avoir des idées tout à fait différentes.
est différente et c'est vraiment pour vous permettre la réflexion. Peut-être que vous pouvez retourner chez vous ce soir et continuer à réfléchir. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. La société est construite comme ça. Elle influence tous les jours les interactions des individus. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. On va aussi, bon, comme je disais, au menu de ce soir, il y a la présentation, évidemment. Alors, tantôt, nous allons nous présenter pourquoi nous participons, quels sont les sujets, tout ça. On l'a dit tantôt que c'est des relations de pouvoir. Alors, il y a Véro qui va expliquer un peu qu'est-ce que le concept, quand on parle de pouvoir, quel concept on a derrière ça. Un peu d'historique aussi, un peu d'histoire, relation entre les sourds et entendants depuis des années passées. Et aussi, le pouvoir a différents visages et Odane va nous parler de ça. Odane et Geneviève et moi, on va faire des petites mises en situation. On va faire des petites scénettes où on va vous exposer ou vous illustrer des scènes de la vie courante qui sont en lien avec soit les aspects négatifs ou positifs du pouvoir. Aussi, on va expliquer le concept de privilège. Qu'est-ce que le concept de privilège? Et Véronique va nous expliquer un peu comment on peut être allié, comment on peut supporter les sourds et qu'est-ce que ça veut dire en vrai ce concept-là. Et à la fin, il y aura une période de discussion. Alors maintenant, on en est aux présentations. Alors, je suis Geneviève Deguire. Pourquoi j'ai accepté de participer? Bien, c'est sûr que ce sujet-là des privilèges et du pouvoir, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup depuis longtemps. Et ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ce sujet-là. Mais ce qui me touche le plus, c'est que j'ai grandi oralement dans un modèle oraliste. J'ai été intégrée avec les étudiants entendants. Et on me faisait des compliments, on me disait « T'es sourde, hein, mais tu parles tellement bien, t'écris bien le français. » On me regardait comme si j'avais l'impression que j'avais pris ma revanche sur la surdité, comme si j'étais comme une entendante, là, comme si ma sœur était sourde aussi. On est grandi aussi dans le milieu oraliste, toutes les deux, on ne connaissait pas la communauté sourde. Et on croyait ce qu'on nous disait. Et puis à l'adolescence, on a été un peu en période de recherche d'identité. Et là, je me suis ramassée à ne pas être capable d'être dans une vie sociale ou participer à 100% dans le monde des entendants. Et je me sentais vraiment mal. Et quand j'ai découvert la communauté sourde, c'est un peu comme si j'avais... on m'avait dit, t'es pas vraiment sourde, t'es pas vraiment sourde. J'avais accumulé ça en dedans de moi. Et quand je suis arrivée dans la communauté sourde, j'ai vu que, oh, il y avait, ça me permettait de participer à 100%, que je pouvais, bon, il y avait des sports, il y avait des emplois, on pouvait aller à l'université. Les sourds pouvaient vraiment faire tout ce qu'ils voulaient, c'était très riche. Et la langue des signes, l'exposition à la langue des signes a été vraiment une révélation. Oui, j'ai vu qu'il y avait une pouvoir et que les entendants détenaient un certain pouvoir, qu'il y avait une façon de l'exprimer, que les sourds avaient une façon d'exprimer le pouvoir qui était pas mal moins grande. Et ça m'a dérangé de voir l'écart entre les entendants et les sourds. Et que moi, je me suis dit, ben, il faudrait que je participe pour permettre justement à ce monde des sourds-là d'évoluer et de prendre sa place. Bravo! Est-ce qu'on change de place? Oui. Alors, bonne soirée. Je suis vraiment nerveuse. Je m'appelle Véro. Voici mon signe. Je suis une sourde. J'ai grandi dans un côté oraliste. J'ai travaillé avec des entendants. Ma famille sont des entendants. J'ai toujours été dans un milieu entendant. L'année passée est survenu quelques événements qui m'ont vraiment bousculé. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait une introspection. Et puis, je me suis dit, quelle est mon identité? Bon, j'ai pris contact avec la communauté sourde, et plus j'avais contact, plus je vivais toutes sortes d'émotions. Ça fait 1 an que j'apprends la langue des signes du Québec, ça fait seulement 1 an. Et ce soir, ce sera la première fois où je ferai une conférence en langue des signes du Québec. Alors, je suis vraiment un peu stressée et nerveuse. Alors,
c'est peut-être, si vous n'arrivez, s'il y a des choses qui sont pas claires ou vous avez des interrogations, ne vous gênez pas pour me demander de répéter, je le fais avec plaisir. Bon. OK. Depuis une quinzaine d'années, je suis activiste et je participe dans beaucoup de causes dans la communauté entendante, LGBT, féministes, les luttes féministes m'intéressent aussi, les travailleuses du sexe. Pendant 5 ans, j'ai été présidente d'un organisme qui s'occupait des travailleuses du sexe. J'ai participé beaucoup dans la communauté entendante. Et pendant la dernière année, j'ai vraiment participé plus dans la communauté des sourds, et j'ai décidé que j'allais me lancer, si on veut, à la défense des droits des sourds. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venus à si grand nombre ce soir. Alors, bonsoir. Je me nomme Odan Youssouf et ça ressemble un peu à ce que mes collègues ont dit. Un instant, on demande à Odan de se passer un petit peu parce que les interprètes la voient mal. Pourquoi j'ai accepté de participer ce soir à la conférence? Parce que j'ai aussi une partie de mon vécu. Vous savez, j'ai vécu dans différents pays. Quand j'étais petite, je suis arrivée au Canada et j'ai appris la langue des signes assez tard. J'ai commencé à apprendre la langue des signes seulement à 12 ans, à comprendre le sens des mots. Dans ma famille, il n'y avait aucune personne malentendante ou sourde. J'avais personne dans mon entourage. Et le privilège qu'on va parler tantôt, pour moi, c'est un privilège que j'ai eu de découvrir tout ça, même si j'étais âgée. Et je pense que ce soir, on aura l'occasion de faire un partage de nos points de vue, de nos vies, de nos expériences, parce qu'on a toutes les trois des différents parcours de vie. Merci. Bon, alors ce soir, on va parler du concept de pouvoir. Alors, le pouvoir. Le mot pouvoir, ça a une origine latine. Et ça vient du mot posse, P-O-S-S-E, qui veut dire maître. Et c'est un concept d'avoir... il y a un côté positif au pouvoir et un côté négatif. Alors, qu'est-ce qui est négatif du mot pouvoir? Le concept de pouvoir. Ce qui veut dire, c'est le pouvoir négatif de contrôle absolu. Par exemple, il y a des personnes entendantes qui détiennent beaucoup de pouvoir sur les sourds. Mais si on voit le côté positif du pouvoir qu'on peut exercer, on peut prendre l'empowerment de décision sur sa vie, de comprendre, d'avoir le pouvoir de comprendre, et il faut être conscient de ça. Les deux aspects que le pouvoir peut entraîner, des aspects négatifs, et parfois, quand on a un pouvoir négatif qui est exercé sur nous, il faut être capable de riposter et de reprendre son équilibre, et ensuite, il ne faut pas nécessairement, c'est un travail qu'on doit faire à chaque jour, à chaque année, pour obtenir l'équilibre entre le pouvoir, les choses négatives qui sont vers nous, qui nous poussent à répondre à ce pouvoir négatif-là qui est exercé sur nous. Alors, le concept de pouvoir, donc, il y a deux sens, comme on dit. Alors, des exemples. Des exemples dans l'histoire, il y en a plusieurs qui vont nous aider à comprendre pour voir la relation entre les entendants et les sourds. On va voir aussi des exemples de pouvoirs qui ont été positifs ou négatifs dans l'histoire des sourds. C'est clair? C'est bon, on continue. Bon, c'est sûr que ce soir, on fait un résumé. Hein? On pourrait en parler pendant des heures, mais on va essayer de faire un survol un peu des grands moments de l'histoire qui vont nous démontrer la relation de pouvoir entre les entendants et les sourds. Alors, au 18e siècle, les entendants qui voyaient les personnes sourdes disaient, bon, ils sont fous, ils sont ignorants, et ils sont déviants, idiots. Ils leur prêtaient toutes sortes de qualificatifs et dans le but de les exclure de la société.
On est arrivé ensuite au 19e siècle, où là, tout à coup, la mentalité des entendants s'est développée un peu, et on dit, bon, les sourds sont des êtres humains. Bon, mais pour qu'ils soient considérés comme êtres humains, il faut qu'ils soient parfaits. Donc, c'est impossible qu'une personne sourde soit... alors, on a forcé le sourd à parler. Alors, on s'est dit, si le sourd devient comme un entendant, s'il est capable de parler, donc il pourra être un être humain. Donc, il y a eu beaucoup de choses faites en ce sens. Et dans la période de Hitler, on sait dans le nazisme, il y a eu beaucoup de sourds qui sont décédés parce que les sourds étaient considérés comme une classe inférieure du peuple et des êtres humains. Bon, peut-être que vous connaissez Alexandre Graham Bell. Alors, c'est une personne entendante qui avait des parents sourds et qui a épousé une sourde. Et il était vraiment contre l'idée de faire des enfants sourds, qu'il y ait une race sourde. Et il était contre aussi les mariages entre sourds et entendants. Il voulait encourager que les enfants qui naissent soient seulement entendants. Donc, il y avait un danger, si on mariait un sourd avec un entendant, que les enfants qui venaient de cette union-là soient sourds. Alors, c'était de l'eugénisme. Hein? Alors, on croit que l'humain doit être parfait dans un moule et que les difformités ou les différences des gens, on ne peut pas les tolérer. Alors aussi, il y avait les Britanniques et en Allemagne, il y a eu le nazisme et on a vu arriver qu'il y a eu plusieurs, il y a 250 000 sourds et handicapés qui ont été exécutés. Et aussi, il y a eu beaucoup de sourds, 17 000 sourdes qui ont été stérilisées pour les empêcher d'avoir des enfants sourds. Et aussi... Donc, suite à ça, il y a eu une demande après la Deuxième Guerre mondiale d'avoir excusez, on cherche le terme, une indemnisation pour la stérilisation, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'on était en fait reconnu comme une classe inférieure. C'est beau, Geneviève? Oui, donc, merci Véro, tu peux continuer. Bon, on demande à Véronique aussi de s'avancer un petit peu pour l'éclairage. Donc, la peinture, je trouve que, en fait, l'artiste, on voit que c'est les mains qui pleurent parce qu'on voit, en fait, l'œuvre du nazisme auprès des personnes sourdes. Donc, si on continue un petit peu la petite histoire du pouvoir et du contrôle, donc, la personne entendante qui jette un regard sur une personne sourde, donc, souvent, elle dit, ben tu dois prôner l'oralisme pour t'acclimater un petit peu à nous. Donc, mais le pouvoir de réaction, c'est comme des points de vue qui fait que la philosophie, c'est l'intégration qui est prônée. Donc, la différence, on a souvent cherché à voir la différence entre, quelle est la différence entre l'être humain et le règne animal, si on peut dire. Donc, c'est quoi qui nous différencie? C'est la capacité de parler. Donc, si on peut avoir un langage, et si le langage est synonyme de parole, alors à ce moment-là, les personnes sourdes qui n'ont pas la parole, si on peut dire, sont des inhumains. Donc, les entendants ont souvent la conception que la langue des signes est une langue inférieure et non pas égale à la langue orale. Donc, c'est des idées, des idéologies, des philosophies qui ont été véhiculées largement. Mais aujourd'hui, on essaie encore de dire que c'est une langue à part entière au même titre que les langues orales, mais on n'y est pas encore parvenu. Elle est encore perçue comme moins valorisante, où on ne peut pas rendre justice à tous les concepts, mais c'est ce qui est véhiculé encore. Donc, dans la communication, donc, c'est une relation avec une autre personne. Donc, on peut soit entrer en communication, soit en langue orale ou en langue des signes. C'est une relation qu'on a avec une autre personne. Donc, ce n'est pas simplement en langue orale où on peut entrer en communication.
Donc, maintenant, on change un petit peu, on va vers l'autre pôle qui est le pouvoir d'agir et non pas le pouvoir dans le sens de contrôle. Donc, les entendants qui regardaient souvent de haut les personnes sourdes. Donc, avant, on les percevait comme des fous, des déviants ou quoi que ce soit, mais il y avait des entendants, par contre, qui, eux, les percevaient différemment. Mais il était vraiment plus un allié pour les personnes sourdes. Donc, il a enseigné les signes aux personnes sourdes. Donc, c'est l'abbé de l'épée comme tel. Ça, c'est au 18e siècle. Ensuite, au 19e siècle, il y a eu des banquets qui ont été organisés par M. Ferdinand Berthier. Donc, on donnait le pouvoir d'agir aux personnes sourdes. Donc, les personnes sourdes pouvaient développer leur identité, leur communauté, participer à des activités. Donc, au 19e siècle, à Paris, c'est un moment vraiment important, charnière, je dirais. Donc, si on arrive dans les années 80, 1980, donc, il y a eu un réveil chez les personnes sourdes. Quand on dit un réveil sourd, donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, on est tanné, en fait, que les entendants décident de notre statut, décident de ce qu'on doit faire. Donc, on est sourd, on est fier de notre identité, on a une communauté. Donc, on se rebelle, on dit qu'on peut prendre notre place et il y a un éveil, c'est ce qu'on dit, le réveil sourd. Si je mets un exemple au Québec, il y a M. Raymond Dewar, je pense que c'est une personne très populaire au Québec. Donc, en fait, il est né entendant et par la suite, il est devenu sourd. Et c'est un personnage très, très important pour la communauté ici. Donc, et au 21e siècle, bien, les luttes continuent toujours pour la reconnaissance de la LSQ, qui n'est pas encore acquise, et on est toujours en attente de... Tu peux poursuivre, Geneviève, s'il te plaît? Donc, un exemple d'un événement très important dans la communauté sourde aux États-Unis. Les États-Unis, c'est comme ça, c'est oui. Donc, il y a une université, c'est la seule université sourde, Gallaudet en fait, donc qui a été fondée en 1964. Donc, ça a toujours été des présidents entendants qui ont en fait occupé ce poste-là jusqu'en l'an 1988. Donc, les personnes sourdes étaient un petit peu blasées de voir ça. Ils voulaient un Deaf President Now, c'est l'expression qui était très, très, très utilisée. Donc, ils voulaient un président sourd. Donc, ça, c'est un bel exemple de le pouvoir d'agir parce qu'ils ont réussi à avoir un président sourd. Donc, il faudrait peut-être au Québec prendre l'exemple et emboîter le pas. Donc, comme je dis, je vais faire un petit peu un bref retour sur ce qui s'est passé à Gallaudet. Donc, la personne qui avait été nommée pour être présidente a dit que les personnes sourdes ne sont pas encore prêtes à fonctionner dans un monde d'entendants. Et la réplique des personnes sourdes, ça a été, bien, un entendant n'est pas prête à fonctionner dans un monde de sourds. Donc, ce sont des exemples un petit peu sur le pouvoir d'agir. Donc, en résumé, ce que je viens de vous dire, donc, les inégalités de relations de pouvoir. Donc, c'est comme un échange, une interaction individuelle avec une autre personne. Donc, si je puis dire, une personne sourde qui rencontre une personne entendante, par curiosité, on dit « Ah, t'es sourde de naissance, tu peux lire sur les lèvres, t'es capable de prononcer des mots, est-ce que tu comprends ce que je dis? » Ce sont les questions auxquelles on est habitué. Donc, souvent, c'est pourquoi tu es sourd, comment tu es devenu sourd. C'est un petit peu par ignorance qu'on pose ces questions-là, mais nous, on fait c'est à peu près la 100e personne qui me pose. Tu sais, on dit toi, tu es entendant, peut-être, il y en a beaucoup, tu sais. Donc, souvent, la personne entendante, c'est son premier contact avec une personne sourde, mais il faut faire des échanges qui sont valorisants. Donc, c'est sûr que la société a un grand impact sur la perception. Donc, une personne sourde, lorsqu'on la rencontre la première fois, on pense que elles sont tous identiques, mais non, on doit prendre le temps vraiment d'échanger pour comprendre la dimension de chacune de ces personnes-là. Donc, si je veux vous montrer un petit peu le pouvoir ou la facilité quand on est entendant, donc le champ culturel, le marché du travail, et ainsi de suite, est beaucoup plus accessible pour eux.
Donc, le pouvoir politique, donc les entendants peuvent y accéder, peuvent participer à plusieurs tribunes, s'exprimer. Mais si je fais un parallèle avec les sourds, donc l'accès au travail, c'est un peu plus pénible. Au niveau, la façon de fonctionner est différente que la majorité des personnes entendantes. Donc, la culture, tu sais, des comédiens sourds québécois populaires, je ne sais pas si vous êtes capable de m'en nommer un, peut-être une exception, au cinéma, à la télé. Est-ce que vous êtes capable de nommer un artiste, un comédien, quelqu'un qui est sourd? C'est difficile. Donc, au pouvoir politique, pouvoir participer à des débats, s'impliquer, c'est encore une autre difficulté. Il y a pas, la langue, la LSQ n'est pas reconnue. Avoir accès à un service d'interprétation, c'est pas automatique. Donc, comment arriver à ce que ce soit autant équitable pour le monde des entendants que le monde des sourds pour accéder à tous les niveaux? Donc, comme je vous dis, il y a le pôle négatif qui est le contrôle, et nous, on doit avoir l'autre pôle qui est d'agir sur ce contrôle. Donc, cette dernière diapo que je vous présente, vous la voyez bien. Donc, c'est le visage du pouvoir. Donc, quel concept peut-on accorder à ça? Donc, souvent, c'est du contrôle, c'est de la discrimination, ça peut être de la violence, ça peut être de l'exclusion. Mais quotidiennement, ça peut être des petites choses qui, inconsciemment, on ne le ressent pas, mais c'est une forme de pouvoir. Quand on fait référence au privilège versus oppression, donc c'est important de faire les distinctions. Donc, je vais laisser la parole à Odane, qui, elle, pourra un petit peu présenter ces deux aspects du pouvoir. Donc, on fait une petite pièce de théâtre à deux, donc on va essayer de se placer dans l'éclairage. Il y a des personnes qui demandent à ce que les deux participants soient plus vers la gauche, s'il vous plaît. Parce qu'on voit la projection derrière qui est dérangeante. Donc, non. Est-ce qu'on ferme la projection ou on doit la voir? Non, on demande, on doit voir la projection même si nous faisons une petite pièce de théâtre. Donc, est-ce qu'il faut encore? Donc, mise au point, on va attendre un petit peu. Bon, alors c'est beau, tout fonctionne bien. Alors, on va vous montrer 5 groupes. On va vous les illustrer avec des petites mises en situation. Par exemple, on va vous montrer un peu ce qui est positif ou négatif, ou des aspects qu'on veut porter à votre attention pour favoriser la réflexion. Peut-être que vous aurez vécu ces situations-là ou qu'elles vous seront familières. On va faire des petites histoires dans le fond. On touche à quel groupe, en fait, les 5? Tu dis 5 quoi? Il y a des entendants, les malentendants, les codas, les enfants de parents sourds, les enfants entendants de parents sourds, et le bilinguisme, ça veut dire le français doublé de la LSQ ou la langue des sourds. Alors, transportons-nous à l'école. Est-ce que ça va comme ça? On a assez de place? Il ne faut pas bouger, hein, c'est bien ça. OK, on ne bougera pas, on reste là. Parfait. Non, en fait, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est beaucoup plus des échanges. Donc, moi, je suis une enseignante entendante, puis j'enseigne le français. Rosanne, c'est quoi? Moi, je suis un formateur sourd, formatrice sourde, en LSQ. OK, oui, donc c'est ça. Donc, là, vous allez voir le texte en français. Donc, moi, l'enseignant, nous allons, en groupe, ensemble, cueillir des pommes. Vous allez voir la phrase. Comment le faire en LSQ?
Bon, alors nous, on fait nous, groupe, ramasse les pommes. Hein, t'as pas dit, en fait, nous, le nous, il est où, le nous? Oui, mais ta phrase, nous, en LSQ, on n'a pas besoin, là. Je l'ai mis en LSQ, des élèves. Toi, tu parles le français, moi, je parle la LSQ. Donc, ils vont jamais apprendre correctement le français. Oui, mais là, écoute, wow, là, c'est notre langue, la LSQ, là, on a le droit, puis... Donc, ça, c'est un exemple, en fait, de façon d'agir. Inconsciemment, parfois, les gens vont faire des remarques de cette nature. Donc, une autre mise en situation, un autre comportement qui peut arriver. On reprend. Encore la phrase au tableau. Nous allons, tous ensemble, le groupe, aller cueillir des pommes. Donc, en LSQ, comment tu pourrais la faire? Ta phrase, c'est simple. Comme ça. Ça va ramasser les pommes. Et le nous, tu ne l'as pas mis? Oui, mais ta phrase, là, le nous, ça appartient à la langue française. Le nous dans la LSQ, il n'est pas là. Ta structure de langue et la nôtre est différente. OK, j'ai vu ce signe-là, les deux mains jointes, donc ça fait le nous. Ah, c'est intéressant. Oui, oui, c'est comme ça, la langue des signes. Donc, vous voyez, donc le français a une structure linéaire, alors que la LSQ, elle est spatiale. Donc, c'est deux langues distinctes. Donc, ce sont des exemples. Je ne veux pas, en fait, vous obliger à penser tel quel. C'est plus des pistes de réflexion, des fois inconsciemment, ou un réveil chez vous qui fait que, oui, effectivement, j'ai tel comportement. Ou, voilà. Troisième scénette, troisième situation, que dis-je? C'est un conseil d'administration. Un conseil d'administration dans un organisme sourd. OK, oui, ça me revient. Donc, on est dans une réunion d'un conseil d'administration, on est en discussion pour savoir laquelle des candidats ou candidates on va embaucher. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour, bonjour, au revoir, bye. Peut-être qu'on va vous contacter. Ah, elle. Ah oui, elle est sourde, hein? Puis là, l'autre, Christine, est entendante, mais je pense que j'aimerais mieux prendre, une entendante parce qu'elle est capable, de faire des téléphones pour avoir des subventions, puis... Mais moi, j'ai remarqué qu'ils ont sensiblement les mêmes compétences, là. Je veux dire, mais c'est vrai qu'en tendance, c'est plus facile d'avoir des contacts pour aller chercher des bailleurs de fonds et ainsi de suite. Tu as raison, c'est un bon point. Oui, mais j'aimerais ça engager la sourde, mais tu comprends, c'est limité pas mal, là. Oui, effectivement, il y a des limitations. C'est le genre de discussion qu'on peut avoir pour l'embauche d'une personne sourde ou entendante. Donc, bon, autre exemple. Merci, 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 merci. À la prochaine, au revoir. Moi, je pense que c'est elle. Moi, là, j'aime ça, la sourde. J'ai envie de l'engager. Parce qu'une association de sourds avec, je sais pas, si, tu sais, les entendants, ils ont des chances, ils ont des opportunités de trouver des jobs partout. Je pense que ça serait bien, tu sais, aussi avec le SRV là, qui s'en vient bientôt, le service relais vidéo, elle va pouvoir faire ses appels et tout ça. Je pense qu'on devrait engager, on devrait être ouverte, puis on devrait engager la fille là, qui est sourde. Là. Donc aussi, c'est de sensibiliser la population, la société à des nouveaux défis. Puis donc, nous, le CA, il faut un petit peu appuyer cette démarche-là afin de créer des ouvertures. Absolument, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, à l'université, excusez, je me suis trompée, effectivement, Dan, tu as raison, tu me regardes d'une façon bizarre. Donc, l'autre situation, c'est dans, c'est quoi le contexte, donc? C'est l'université, c'est que, donc, on va faire une petite scénette, oui. L'université? Oui, à l'université. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Récemment, là, je suis allée étudier sur l'histoire des sourds et tout ça, puis j'ai reçu mon diplôme. Là. Donc, l'Université Gallaudet, donc, ils ont beaucoup apprécié ma recherche et ils m'ont approché afin que je fasse des conférences. Ils m'offrent l'hébergement gratuit, les déplacements. En tout cas, c'est vraiment, je suis emballée. Hey, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air triste. Ben oui, je suis triste. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ils l'ont demandé, tu sais, elle est à l'université, elle a étudié l'histoire, puis ils m'ont demandé d'aller à Gallaudet. Moi, j'aimerais ça aller à l'université aussi. Il me semble que je suis capable, mais
À cause de mon niveau de français, je suis un peu limitée. Oui, moi, je trouve que c'est de la discrimination. Là. Ça me fend le cœur là, de voir ça. Tu as raison, c'est de la discrimination. Donc, pour clarifier un petit peu, donc moi, je suis une personne entendante. Donc, je suis diplômée, j'ai étudié sur l'histoire et la culture sourde, et donc, je suis entendante. Donc, Gallaudet m'approche pour aller faire des conférences. Donc, sa passion de la personne qui est à côté de moi, c'est la même que la mienne. C'est sa culture, c'est son histoire, c'est une personne sourde. Mais ici, au Québec, c'est plus frustrant parce qu'il y a la barrière français-anglais, LSQ-ASL, donc c'était un petit peu la mise en situation. Donc, voilà. Hey, bonne nouvelle! L'université, là, à l'UQAM, là, ils m'ont convoqué, puis je vais aller étudier la culture sourde, l'histoire des sourds. Je suis super emballée, je suis contente. Ah, ben, moi aussi. Mais moi, ils m'ont pas choisi. Pourtant, on a même les mêmes études. Je sais pas, je comprends pas. Ben, c'est parce qu'il y a des barrières. Ouais. Mais en fait, c'est toujours, la littérature, c'est la langue française, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est pas écrit en LSQ, hein? Oui, bien c'est sûr, mais moi, je connais des choses de la communauté sourde, de la culture sourde. Oui, mais je sais que c'est difficile pour toi d'étudier, d'avoir accès à toute cette littérature-là, hein? Oui, je comprends. Donc, la priorité, en fait, je pense qu'avant d'aller étudier, je pense qu'on devrait aller, toi et moi, puis essayer de faire un petit peu de sensibilisation, puis afin qu'ils puissent créer un programme où on peut étudier l'histoire et la culture sourde en LSQ. Je pense que, nous, on a besoin qu'ils ouvrent leur esprit, là, puis qu'il y ait une perception différente de nous. Là. Je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai une idée. On pourrait peut-être mettre sur pied un programme d'études pour les sourds à l'université, l'enseignement en LSQ seulement. Hein? Alors, ce serait bienvenu aux entendants aussi, mais l'enseignement se ferait en LSQ. Ah oui, je rêve de ça un jour. Oui. Donc, on pourrait faire des ajouts, des commentaires un petit peu sur les... Oups, je reviens un petit peu, Véronique, désolée. Oui. Donc, comme vous voyez, à l'Université Gallaudet, donc il y a des textes, des citations, des dissertations. Dissertations, oui. Donc, il y a des références bibliographiques et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont faites de niveau universitaire et c'est tout fait en langue des signes. Donc, toute la littérature, en fait, est adaptée. Donc, c'est possible de faire des recherches de niveau universitaire, mais c'est fait en ASL, là. C'est sûr que c'est pas en LSQ, j'ai dit LSQ, mais c'est en ASL parce que c'est à Gallaudet. Donc, cette dissertation-là, vous pouvez y accéder en ASL. Donc, vous pouvez faire un diplôme universitaire. Pourquoi ne pas le faire en LSQ? Donc, il n'y a pas de différence. Donc, s'ils peuvent faire des études en ASL, donc pourquoi pas le faire en LSQ? C'est une possibilité, c'est une avenue qu'on peut envisager. CODA. CODA. Peut-être que vous ne connaissez pas le terme CODA. Ce sont des parents sourds qui mettent au monde des enfants entendants. Et ces enfants-là vont recevoir comme première langue maternelle la langue des signes. Alors, c'est comme des parents entendants qui parlent à leur bébé et puis on devient avec la langue orale comme langue maternelle. Alors, les CODA, souvent, vont devenir interprètes par la force des choses parce qu'elles sont habituées ou elles sont déjà dans le bain ou ont déjà servi d'interprètes pour leurs parents. Et c'est sûr que maintenant, les parents d'aujourd'hui ne sont plus autant dépendants des enfants parce qu'il y a déjà des services. Sauf que les CODA ont cette identité d'interprète comme intrinsèque à eux. C'est comme plus fort qu'eux, c'est déjà. Alors, ils voient leurs parents qui ont de la difficulté à écrire ou à lire ou à avoir des contacts avec le monde entendant. Puis les enfants, par la force des choses, deviennent des interprètes dès qu'ils sont jeunes et ils restent avec cette identité-là. Et autrefois, c'est encore comme ça. Avant, c'était bien pire. Maintenant, ça tente à disparaître. Mais c'est sûr que là, les sourds, présentement, on ne veut pas avoir de dépendance.
Sauf que les CODA se retrouvent avec un rôle, être pris dans le milieu, entre les entendants et les sourds. Et ils sont en recherche d'identité et en recherche de rôle. Pour ajouter suite à ce qu'Audan a dit, donc c'est sûr que des inégalités, comme je disais. Donc, quand je suis dans le groupe, je sais qu'il y a des gens qui ont des avantages et il y en a qui en ont moins. Donc, un homme est plus avantagé que la femme dans certains milieux pour l'accessibilité. Donc, la femme, bon, ben, peut-être qu'elle va vouloir fonder une famille, et ainsi de suite. Donc, l'accès à l'emploi, des fois, n'est pas équitable. Donc, que ce soit du racisme, que ce soit par rapport à la religion. Donc, parfois, il y a des avantages dans une situation et dans une autre, c'est de l'oppression. Donc, lorsqu'on est du côté avantage, donc il faudrait peut-être penser aux groupes qui sont oppressés et de créer un lien. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc, souvent, on va regarder ces gens-là et on va dire oh, il a grand cœur, tout ça. Donc, l'abbé de l'épée, en fait, on lui rend hommage parce qu'on trouve qu'il a fait quelque chose de grandiose pour nous, la communauté sourde. Donc, lui, il ne voulait pas que ce groupe de personnes sourdes-là demeure dans l'oppression. Donc, il a voulu briser cette mauvaise... Donc, il faut faire attention quand de mettre les gens sur des piédestals quand ils ont des grands privilèges en pensant qu'ils veulent aider, mais parfois, c'est de l'oppression qui vise. Souvent, les sourds avec les malentendants, ou bon, parfois, on va, il va y avoir un jugement d'après le groupe des malentendants versus les sourds plus gestuels. Et parfois, les sourds gestuels peuvent se sentir oppressés parce qu'il y a moins d'avantages. Parce que c'est sûr qu'être un malentendant, avoir des appareils, tout ça, des fois, il y a des avantages que le sourd gestuel n'a pas, puis ça peut avoir une oppression entre les deux classes. Bonjour. Mon nom, c'est Geneviève. Ton nom? Audan. Pas trop vite. Audan. Tu parles pas? Tu fais pas beaucoup d'oralisation en toi? Ben non, moi j'ai toujours été dans la communauté sourde. Je suis pas forte sur l'oralisation. En tout cas, moi, là, ils m'ont appris à bien parler, tout ça. Toi, ça doit être vraiment difficile. Comment tu fais pour oraliser? Ah ben moi, je suis très heureuse, là, je suis pas compliquée. Il faut toujours qu'on se force à te comprendre, là. Ouais, ben moi aussi, je me force à te comprendre. Là. Donc, les exemples positifs. Donc, on va montrer une situation positive. Mon nom, c'est Geneviève, c'est ça. Ah, Geneviève, mon nom, c'est Audan. Audan, c'est mon signe. Quoi, ton nom? T'oralises pas beaucoup, hein? Oh non, moi, à l'école, on m'a jamais montré l'oralisme. Là, je suis sourde, gestuelle, j'utilise langue des signes. Ah, je trouve ça le fun, hein, tu sais, je veux dire, parce que je rencontre plusieurs sourds depuis quelques temps, puis je trouve que ça m'ouvre les horizons, puis je trouve ça super intéressant, c'est une richesse. Ah, ben tu vois. Facebook, tout le monde connaît Facebook. Hein? Une personne, par exemple, bon, il y a deux personnes. Alors, une personne sourde qui écrit un texte, par exemple, versus une autre personne que sa première langue est la langue des signes du Québec et qui aurait une difficulté à écrire. Alors, parfois, sur Facebook, quand les gens écrivent des textes et parfois la personne sourde, elle, qui a la langue des signes comme langue première, est un peu brimée dans sa façon de s'exprimer. Elle sent qu'elle n'est pas capable de l'écrire en français parce qu'elle est plus compétente en langue des signes puisque c'est sa langue maternelle et elle a appris le français en langue seconde. Donc, dans sa tête, elle utilise la LSP tous les jours comme langue usuelle. Donc, elle est plus apte à s'exprimer en langue des signes. Et on voit que pour YouTube, maintenant, c'est intéressant. On voit aux États-Unis que Facebook, il y a de plus en plus le texte est enlevé.
Et c'est des gens qui vont donner leur opinion, ou faire leur post, ou faire leur live, ou faire ce que vous voulez, mais en langue des signes, par vidéo. Et moi, j'ai vu ça, et puis je me suis dit, ben pourquoi pas, on pourrait peut-être essayer d'être flexible, puis d'essayer d'écrire moins, puis de se filmer plus, puis de faire ça en langue des signes. Parce que je pense que la majorité des sourds qui utilisent la langue des signes ont de la difficulté avec les textes. Alors, c'est sûr que nous, entre nous, là, quand on veut s'exprimer sur Facebook, on devrait le faire par YouTube, en vidéo. Donc, un Québécois francophone, donc, qui ne parle pas anglais, on dit, ben, tu as des problèmes, tu ne parles pas anglais, donc, je ne comprends pas l'anglais, qui est une langue quand même majoritaire à travers le monde, donc, que tu as juste une langue, mais c'est bien, c'est un droit, il est francophone, alors pourquoi pas, chez la personne sourde, avoir le même privilège, donc, il a sa langue, sa LSQ, donc, s'il a une autre langue, c'est une richesse, mais il n'est pas moindre que la personne francophone qui ne s'exprime qu'en français. Aussi, bon, la majorité des entendants pensent ou croient, en tout cas c'est une croyance dans la société, que tous les sourds sont pareils. Hein? Il y a un grand pourcentage des personnes sourdes qui ont une grande difficulté à lire et à écrire. Et même Véro, l'alphabétisme, hein, ce mot-là, a une connotation assez négative quand même. Mais partout dans le monde, les entendants, partout dans le monde, il y a des gens qui souffrent de l'alphabétisme aussi. Et c'est pas parce qu'on utilise la LSQ qu'on est analphabète. On a notre langue, on la possède la langue. Alors, on vous a exposé différentes petites scénettes de la vie. On est-tu prêt à conclusion? Oui, excusez, je vais faire un peu mes idées. Alors, en conclusion, c'est pour vous dire qu'après avoir regardé ces petites scénettes-là, chacun a des styles ou des perceptions différentes. Et ça dépend du vécu de chacun. Il faudrait essayer d'être solidaire ensemble, pas d'exercer de jeu de pouvoir ou essayer d'avoir une certaine égalité, de partager, d'avoir une solidarité entre les sourds, de faire connaître la communauté sourde de plus en plus. Aussi, si les entendants ont envie d'être avec nous, d'être solidaires. Donc, la façon sourde, si je peux dire, a besoin d'aide. Donc, les entendants, les malentendants, donc les groupes là qu'on a cités dans nos exemples, c'est facile de catégoriser. Donc, en fait, on veut faire un ensemble et non pas eux, ils ont le pouvoir. On n'est pas obligé d'emboîter le pas. C'est seulement que chacun doit faire une introspection et dire, écoute, on peut aider une personne qui vit de l'oppression à devenir, à prendre le pouvoir, si on veut. Donc, on va essayer d'expliquer en fait ce que le concept de privilège représente. Donc, là, vous savez, lorsque vous faites une course à pied, là, puis que la ligne d'arrivée, vous la voyez, là. Donc, il y a plusieurs gens qui, à la ligne de départ, ils sont déjà avantagés par rapport à un autre. Donc, si moi, j'ai la même politique que les personnes qui sont devant moi, donc si moi, je suis un homme, je peux avancer. Si moi, j'ai la même idéologie, j'ai le droit d'avancer d'un pas. Si je suis québécois, caucasien et francophone, je peux avancer aussi d'un pas. Donc, si on donne des privilèges, donc, par contre, si quelqu'un est oppressé, donc, si toi, tu es sourd, tu recules d'un pas. Si toi, tu as ci ou ça. Donc, on accumule des points au fil de la vie. Donc, plus tu as de points, plus tu t'approches de la ligne d'arrivée, plus tu as des situations, des rêves, des objectifs ou des choses que tu peux atteindre beaucoup plus rapidement qu'une personne, au contraire, qui a des oppressions. Elle doit toujours reculer d'un pas ou lorsqu'elle fait un pas devant, elle a déjà reculé de 3. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'à la ligne de départ, tout le monde parte de façon équitable. Donc, oui, il faut réfléchir. Oui, donc, il y a des aspects positifs et négatifs. Donc,
Donc, si moi, je côtoie une personne qui est désavantagée par rapport à moi, comment moi, je peux l'aider à atteindre le même niveau que moi? Donc, c'est pas de sentir un sentiment de culpabilité. On ne doit pas se laisser envahir par ce sentiment-là. On doit plus essayer de voir à ce que ce soit équitable, donc de lui transférer un petit peu de nos privilèges et lui donner accès à ces privilèges. Donc, il y a l'autre concept aussi de appropriation culturelle. Ça, c'est un sujet où, dans les communautés autochtones, donc, si moi, à titre d'exemple, je suis une personne québécois, caucasien, donc, puis tu regardes un autochtone qui, lui, bon, est dans ses terres natales, ben, il dit, écoute, c'est pas de ma faute, moi, là, en fait, c'est ancestral et je suis née comme ça. Il n'y a pas de blâme. Tu sais, je veux dire, écoute, peut-être que moi, là, même si je suis caucasienne, j'aime bien les bijoux, en fait, autochtones. J'adore l'art des Autochtones, j'adore leur toile. Mais j'ai pas vraiment de contact avec les gens, les Autochtones. Je connais un petit peu de leur histoire, j'en ai entendu parler, mais j'aime en fait la façon qu'ils ont de faire des œuvres d'art. Donc, sur la rue, si, écoute, ben, moi, je dis, écoute, je m'en vais sur la rue, puis je sais que, bon, je ne veux pas prendre de boisson, c'est un choix aussi, mais si je vois l'art autochtone et j'ai des préjugés, donc le concept, c'est en fait de ne pas avoir de préjugés par rapport à d'autres cultures. Donc, tous les groupes doivent penser que oui, ils ont des avantages dans un certain sens, et dans un autre sens, on en a moins. Donc, on doit faire preuve de prudence. Donc, si moi, je rencontre des personnes sourdes et que, bon, oui, je vais apprendre leur histoire, leur culture, leur langue, mais après, je fais quoi avec cet avantage-là? Tu sais, je veux dire, il ne faut pas se l'approprier, donc il faut toujours être prudent, dire oui, je la côtoie, oui, je l'aime, oui, je suis capable de parler cette langue-là. Oui, je la supporte, cette communauté-là. Et non pas, on ne s'approprie pas la culture comme telle. Bon, la dernière étape qu'on va vous présenter, c'est des alliés. Comment on peut devenir un allié? Premièrement, on se rappelle que le pouvoir a deux côtés. Hein? C'est comme une médaille, un côté positif, un côté négatif. Il faut être capable de prendre le côté négatif du pouvoir et de le mettre du côté positif, d'avoir une introspection, de voir comment nous, on peut changer nos comportements et nos idées. On doit faire ça par étapes. Alors, premièrement, on doit accepter qu'on a un privilège. On doit être conscient du privilège qu'on a. On dit, OK, moi je suis une entendante, j'ai beaucoup de privilèges. On doit accepter d'être privilégié, d'avoir ces privilèges-là. On ne peut pas dire, ben là, c'est pas de ma faute, moi si j'entends, là, franchement, non, 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 non. Il faut vraiment accepter qu'on a le privilège d'entendre, même si on ne l'a pas choisi. Aussi, si on rencontre une personne sourde, on peut lui demander, mettons, tu dis, comment t'es né? T'es né sourde? Oh, c'est difficile, hein? Ça doit être enfer ta vie. C'est comme faire preuve de pitié. Non, il faut se regarder soi-même et dire, parce que on fait de la projection quand on fait ça. On projette sur l'autre que nous, on ne voudrait pas être sourd. Alors, on ne peut pas non plus s'excuser et être désolé et de dire « Oh, c'est épouvantable, les entendants, qu'est-ce qu'ils vous ont fait vivre dans l'histoire, puis je regrette, je suis une entendante. » Non, 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 non. Il faut regarder nos comportements comme entendants nous-mêmes. Comment on peut utiliser ce privilège-là et comment on peut le tourner de façon positive. Une autre étape qu'on peut faire, c'est de réfléchir à comment c'est possible de changer de comportement. Bon, c'est difficile quand on a passé toute une vie à avoir un tel comportement, d'opprimer les gens ou d'opprimer les personnes sourdes. Mais des fois, c'est possible de faire des petites choses, des petits détails qui font... des fois, on dit, ben non, on n'est pas des oppresseurs, mais des fois, on peut avoir des petites choses qui font que c'est de l'oppression quand même.
Alors, il faut être capable de l'introspection, puis de se regarder, puis de se remettre en question. Aussi, c'est possible d'avoir, de partager nos idées, de partager l'histoire des sourds avec les entendants. Si les entendants apprennent l'histoire des sourds, ils vont être capables de comprendre par quel chemin les sourds ont passé, comment les sourds ont été forcés à parler. Comme tantôt, Odan dit, OK, maintenant elle ne parle plus. Là, on peut comprendre pourquoi, d'où ça vient une personne sourde qui ne veut plus utiliser sa voix ou qui ne veut plus oraliser. Aussi, apprendre la LSQ, pourquoi pas? Hein? On vous encourage à apprendre des cours de langue des signes, même si ce n'est que quelques signes au début. On y va doucement, puis on en apprend le plus possible. Je pense que c'est une très belle langue, la langue des signes, et ça vous permet après de communiquer avec les personnes sourdes. Une autre responsabilité aussi qu'on a, c'est d'accepter. Bon, par exemple, quand il y a un événement qui est organisé un soir, bien, qu'on ait les interprètes. Pas que les personnes sourdes aient à demander à la personne sourde « Hey, coudonc, sais-tu ce qu'on prend ça, un interprète, là? On sait qu'on peut avoir un interprète. » Non. Que les entendants fassent l'effort de chercher et d'avoir les services d'interprètes prêts, sans avoir besoin à la personne sourde qu'elle soit responsable de toujours. C'est toujours les sourds qui doivent se débrouiller, puis là, les sourds commencent un peu à en avoir marre. C'est sûr que ça peut être des idées quand on prépare quelque chose. Si on est vraiment des alliés, si vous êtes vraiment solidaires des personnes sourdes, il faut accepter le partenariat. Il faut accepter d'être allié. Par exemple, s'il y a un conseil d'administration dans la communauté et que là, bon, on jase, on prend des décisions, on organise un événement, parce que je suis un allié de la communauté sourde, je vais tout de suite dire, il faut penser aux interprètes. Il faut penser aux interprètes tout de suite. Et ensuite, on invite la communauté sourde. Et si le CA répond, ben non, ça coûte bien trop cher, un interprète, je dis, écoute, si je suis vraiment un allié des sourds, je ne vais pas dire, ouais, c'est vrai, ça coûte cher. Non, 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 non. Je vais leur répondre, je vais faire je vais argumenter et je vais essayer de faire passer mon point. Parce qu'il y a 10% de la population qui est sourde, 10% de la population qui n'a pas accès aux événements, c'est beaucoup et c'est gros. Alors, ça veut dire que si on est vraiment un allié de la communauté sourde, on va être capable de se battre et ne pas seulement faire « Ah ouais, c'est vrai » et laisser passer le train. Il faut vraiment être allié. Ça va être difficile, il y a des batailles à faire, mais quand on est allié, c'est sûr que ça peut être une très belle expérience. C'est aussi une expérience difficile de se battre, mais on se bat parce qu'on est des alliés. Alors, c'est seulement des idées qu'on voulait vous transmettre pour permettre le partage. Alors maintenant, on pourra discuter, ajouter des idées, des stratégies peut-être qui vous viennent en tête pour être capable de partager le pouvoir entre les entendants et les sourds. Odan. Donc c'est à quoi? Odan est où, Odan? Ah, Odan, elle est là. Donc, tous ensemble. Donc, on ne veut pas vraiment aller dans les commentaires. Donc, ce qui est important, c'est que vous fassiez une réflexion sur nos agissements. Est-ce que moi, j'ai tel comportement, tel agissement, et ainsi de suite. Donc, on peut susciter des échanges. Je trouve ça intéressant de faire des discussions. Les pistes de réflexion, est-ce que moi, je peux être un allié? Est-ce que ami, allié, quelles sont la différence entre les deux? Est-ce que c'est possible d'être un ami et à la fois un allié aussi? C'est une question. Bon, si je fais le choix d'être un allié, est-ce que quelqu'un qui fait une conférence et tout ça, donc moi en étant un allié, j'ai une conscience qui est différente, donc je peux vraiment m'intégrer aux discussions et faire part de mon opinion. Donc vous les voyez, je ne vais pas les répéter. Donc maintenant, j'aimerais ça que vous partagiez votre point de vue, vos opinions, vos idées sur la conférence qu'on vous a présentée, et j'ai bien hâte d'entendre les échos des gens qui sont dans la salle. 5 minutes de pause, Mathieu, donc c'est toi.